Libération des militants pro-démocratie en RDC. 5 hommes politiques avaient été arrêtés pour leur désaccord de la prolongation du règne de Joseph Kabila. Le Mali incinère 4 tonnes de stupéfiants. La manne brûlée mercredi était composée de cannabis et de cocaïne. Affaire Lulian Gergout au Burkina Faso. Le pays déclare qu'aucune revendication ou demande n'a été faite. L'homme a été enlevé en avril 2015. Tout un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau partage d'informations sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Au Burkina Faso, Alpha Bari, chef de la diplomatie burkinabé, a fait savoir mercredi que le pays n'a reçu aucune revendication ou demande par rapport à l'otage roumain Lulian Gergout. Enlevé en avril 2015 au nord du Burkina Faso, ce dernier est apparu dans une vidéo publiée lundi. À travers cette dernière, il demande à son gouvernement de tout mettre en œuvre pour sa libération. Lulian Gergout est retenu en otage depuis plus d'1 an par des djihadistes Al-Mourabitoun de l'islamiste algérien Mokhtar Belmokhtar. Après cet enlèvement, un couple de médecins australiens dont l'épouse a été libérée avait été enlevé en janvier 2016 à Djibo, au nord du Burkina. Puis parlons à présent de libération plutôt de 5 militants du mouvement citoyen Filambi en République démocratique du Congo. Arrêtés samedi à Kinshasa lors d'une contestation de la prolongation du mandat de Joseph Kabila, ils ont été libérés sous caution mercredi soir. C'était quelques heures après la libération d'un autre membre du même mouvement arrêté pour espionnage. La présidentielle qui devait donc se tenir avant la fin de cette année a été reporté en avril 2018, ce dans le cadre d'un accord conclu entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition. Filambi, qui se présente comme un collectif de différents mouvements citoyens congolais, est opposé à toute prolongation du mandat de Joseph Kabila au-delà du 20 décembre. Il plaide pour une tenue de la présidentielle en 2017. Un tour par la Côte d'Ivoire à présent, retour sur le référendum où, sans surprise, le oui à la nouvelle constitution ivoirienne l'a emporté à 93,42% dimanche dernier. Le taux de participation moyen est estimé à 42,42%. Des chiffres qui suscitent quelques réactions dans les rues d'Abidjan. Ces chiffres ne nous étonnent pas, mais je dois vous dire que nous n'en tenons aucun compte parce que nous savions très bien que ces chiffres n'allaient pas recouvrir la réalité. Il n'y a pas eu de véritable communication. On n'a pas eu le temps véritablement de prendre connaissance de tous les tests. C'est vrai que je suis allé me renseigner, j'ai vu qu'il y avait quelques avancées au niveau de comment on appelle, le foncier, il y a quelques avancées au niveau de comment on appelle, l'éligibilité, tout ça. Mais bon, on aurait voulu qu'il y ait assez de temps quand même pour qu'on ait le temps de consulter les tests. Dans l'ensemble, la loi n'est pas... à certains points, ne sont pas forcément les meilleurs, mais comme elle peut être revue à tout moment, on peut déjà se baser sur cette loi-là pour avancer. Ça n'a pas été bien expliqué. La population. Moi, j'étais au campement dimanche, mon grand-père me disait, mais c'est pourquoi juste. En Afrique du Sud, les appels à la démission du président Jacob Zuma se multiplient, que ce soit dans le rang de l'opposition politique, de la société civile ou que de la population. Des voix s'élèvent dans le pays pour exprimer leur indignation. Une situation qui fait suite aux révélations du rapport sur les liens compromettants qui existent entre Jacob Zuma et la riche famille d'hommes d'affaires Gupta. Plusieurs partis d'opposition annoncent donc qu'ils lanceraient dès la semaine prochaine une motion
motion de défiance contre le président sud-africain. Et nous demeurons à parler donc de l'Afrique du Sud, toujours par rapport à ce sujet qui plonge le président Jacob Zuma et des ministres sud-africains, mis en cause dans ce rapport officiel publié mercredi sur ordre de la justice, un rapport dénonçant de possibles crimes de corruption au sommet de l'État. Le document qui était très attendu est l'œuvre de l'ancienne médiatrice de la République, Thuli Madonsela. Reportage. Le rapport sur la corruption au sommet de l'État impliquant le président sud-africain est rendu public. La justice sud-africaine a ordonné la publication du document suite à la décision de Jacob Zuma d'abandonner le blocage du dit rapport. Ceci a emballé encore une fois les opposants de l'ANC. Des milliers de personnes issues des principaux partis d'opposition et de la société civile ont manifesté dans les rues de Pretoria pour réclamer le départ du président sud-africain. We are here to report that everything else that members of the Nous sommes ici pour dire que toutes les autres choses demandées par les membres de l'EFF ont été approuvées par le tribunal. Laissez-nous aller sortir Zuma des bâtiments de l'Union. Nous ne pouvons pas laisser un vieil homme détruire la liberté de l'Afrique du Sud. Pas sous nos yeux, pas en notre nom. Le document intitulé « La prise de contrôle de l'État » est composé de 355 pages et a été rédigé par Thuli Madonsela, ancienne médiatrice de la République. Le rapport porte à l'attention du parquet et de l'unité d'élite de la police sud-africaine des problèmes liés à des crimes de corruption commis au sommet de l'État. La justice sénégalaise est paralysée par une grève de 72 heures initiée par le syndicat des travailleurs. L'objectif est de forcer la main au gouvernement sénégalais afin qu'il puisse prendre en compte les revendications des travailleurs. Parmi ces revendications figure entre autres la demande d'un nouveau statut pour les greffiers dans l'administration. D'autant que c'est la 5e fois que ces travailleurs de la justice observent une telle grève pour avoir gain de cause. Toujours au Sénégal, la nouvelle carte biométrique CEDEAO servira aussi de carte d'électeur. Pour alléger son système électoral, le pays a décidé de fusionner au nouveau document la carte d'identité nationale et la carte d'électeur. Le Sénégal est le premier dans la sous-région à commencer la production de la nouvelle carte. Les populations se ruent sur les commissions d'inscription. Tchèque Berthet, notre correspondant au Sénégal. Au Sénégal, la confection de la carte d'identité biométrique à puce CEDEAO se poursuit. Lancée officiellement le 4 octobre 2016 par le président Macky Sall, cette opération s'effectue dans les préfectures et sous-préfectures de Dakar. Ces dispositifs d'inscription ont été déployés depuis le 15 octobre 2016 dans les 45 départements du pays. Depuis cette date, les populations prennent d'assaut les préfectures. Aujourd'hui, on est presque à plus de 200 personnes déposent par jour. Donc, je vous dis que chaque jour que je fais, de 7h à 22h, les collaborateurs de travail. Au début, en temps normal, on avait presque 4, 5 ou 20, 30 inscrits par jour. Mais depuis cette innovation, on est à plus de 200 inscrits par jour. Les Sénégalais disposent de 6 mois pour se munir de cette nouvelle carte. Passé ces délais, l'acquisition du document coûtera 10 000 francs CFA. Ainsi, pour s'enrôler, les populations forment de longues files d'attente devant les préfectures et sous-préfectures, un casse-tête qu'elles dénoncent. Il y a un problème d'organisation parce qu'il s'est trouvé qu'on est là depuis 6h22 et c'est ma 4e visite. On n'arrive pas à s'inscrire pour la seule et simple raison que les listes souffrent à partir de 22h, 21h, 22h. Le dépôt est trop lent, mais également le nombre de personnes qu'ils prennent par jour est peu. Le Sénégal est le premier pays à lancer la confection de la carte biométrique à puce CEDEAO. Ce nouveau document sera un jalon décisif pour renforcer l'intégration entre les États de l'Afrique de l'Ouest. En août 2013, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO avaient annoncé le projet de création d'une carte biométrique. Objectif, faciliter la libre circulation des 320 millions de citoyens de l'espace communautaire.
Au Mali, plus de 4 tonnes de cannabis et cocaïne ont été incinérées mercredi par l'Office central des stupéfiants. Estimé à plus de 500 millions de francs CFA, ces produits incinérés ont été saisis en 2016. Cette incinération vise donc à rassurer la population qui se pose souvent la question sur la finalité des produits illicites saisis par les forces de l'ordre, mais aussi à rassurer la transparence dans la gestion de ces produits. Elle s'inscrit également dans le cadre de la lutte contre la consommation des produits illicites. Il faut dire que jamais une aussi grande quantité de drogue n'a été détruite en une seule fois dans ce pays. En voilà pour ce qui est de la première partie de cette édition, mesdames et messieurs. Il reviendra, et ce dans quelques secondes, à Kodjovia Metonou, de décortiquer l'actualité au plan africain. Kodjovia Metonou, bonjour. Bonjour, Stéphane Sacrabeto, et vous parlez donc de décortiquer l'actualité au plan africain, mais vue par les journaux. Absolument, Kodjovia Metonou. Nous démarrons d'ailleurs cette revue de presse par le Niger, l'affrontement intervenu entre agriculteurs et éleveurs, qui a fait au moins 18 morts dans le pays, revient encore sur la scène. Oui, c'est bien sûr cela, Stéphane Sacrabeto, et la plupart des journaux, même les autorités, ils s'en sont véritablement mêlés, puisque c'est aussi préoccupant. Et le Niger, dans le web, est le premier site qui évoque l'information affrontement avec mort d'hommes à Bangui, Mandoua, et des blessés graves. C'est bien sûr dans la région de Zinder. Le journal du Mali, c'est un journal malien. Niger, 18 morts dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs. Actu Niger, drame de Bangui, 18 morts et 43 blessés selon le ministère de l'Intérieur. Et puis Niger Diaspora, toujours parlant de l'insécurité, Ibrahim Yacouba déclare, je cite, « Si nous ne faisons pas la guerre aux terroristes du nord du Mali, eux, nous la ferons. » Et du Niger, rendons-nous à présent au Mali, justement, où le groupe rebelle en Sardine remet en cause bien l'accord du cessez-le-feu, donc annoncé par les autorités. C'est bien cela que Stéphane Sacrameto avec maliweb.net. C'est le feu au nord. Mahmoud Diko, désavoué. Désavoué pourquoi? Mali Jet nous informe davantage. En Sardine, demain à voir, donc annoncé un cessez-le-feu. Mali Web, Tombouctou, il y a eu des tirs de roquettes sur un checkpoint de l'armée. Et puis ORTM, terrorisme et violence, qu'est-ce qui pousse véritablement les jeunes vers les groupes extrémistes? C'est une interrogation à la une de ce site. Pendant ce temps, au Gabon, eh bien, on parle toujours et toujours de cette crise post-électorale. On se demande d'ailleurs si le régime en place pourra s'en sortir. Oui, c'est une interrogation à la une de Gabon Revue, mais avec Gabon Echo, effectivement, vous avez cette information, crise post-électorale. Jean Ping entretient le flou, écrit donc Gabon Echo, Gabon Revue, en effet, climat post-électoral. Ali Bongo peut-il s'en sortir? Mais si, avec le concours de Manuel Valls, Gabon Actu, en effet, nous dit que Manuel Valls dissipe les nuages entre Paris et Libreville, un peu comme pour dire qu'avec Paris et désormais la capitale gabonaise, eh bien, les relations sont au beau fisc, Stéphane Sacrameto. Et c'est donc avec ce journal Gabon Actu que nous allons refermer la une des journaux et tabloïds africains pour le compte de ce jeudi. Merci à vous, Kodjovia Metonou. Merci également à vous, car c'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Restez scotchés au programme de SICA. Au revoir.